et bonjour à vous. Donc j'avais décidé de vous faire un petit compte rendu donc de la partie du Kickstarter de John Carter of Mars. Et puis je me suis dit, tenez, je vais essayer de faire un petit montage audio-vidéo pour la présenter. Alors j'ai pas voulu vraiment enregistrer la partie de jeu de rôle en elle-même, qui est toujours brouillonne. Bon, il y a des digressions, on n'est pas toujours dans la partie, on contrôle pas toujours aussi ce qu'on dit. Donc c'est pas évident, puis s'il y a toujours un petit brouhaha, bon, pas évident de faire un enregistrement comme ça, j'ai pas trop, ouais, je trouve pas trop intéressant. Donc je préfère en fait vous faire un compte rendu, en fait tout simplement vous compter, donc vous raconter. J'ai pris des notes de la partie et vous faire comme cela, un genre de résumé compté de la partie de John Carter of Mars, donc du jeu de rôle de Modiphius Entertainment. Donc, bon, pour ceux qui connaissent pas donc l'univers, donc John Carter est une saga, roman donc de plusieurs tomes, écrit par Edgar Rice Burroughs durant toute sa vie. Edgar Rice Burroughs est surtout connu bien sûr pour le personnage emblématique de Tarzan. Voilà, pour John Carter, bon voilà, ouais, forcément il est beaucoup moins connu parce que bon au niveau du cinéma, porter l'œuvre donc à l'écran a été bien sûr compliqué. Même à l'époque, en fait, il y avait dans l'idée, juste un peu après la très belle réussite de Tarzan, dans les salles, de faire, bon, bien sûr, le projet de John Carter. Puis, bon, bien sûr, à l'époque, les réalisateurs se sont heurtés aux difficultés techniques de mettre cet univers de science fantasy à l'écran, donc ça a été compliqué. Bon, après, il y a eu des films, des gros navets, en fait, qui ont fait un genre de mix un peu pour essayer de limiter un peu l'accès à tous ces effets spéciaux qu'aurait demandé le film. Donc ensuite, il y a ce John Carter de Disney, qui est vraiment un hommage, pour moi, à mes yeux, très réussi de l'œuvre. Vraiment là, le réalisateur et le scénariste ont fait quelque chose euh, de très très correct, autant pour les fans que pour ceux qui ne connaissent pas les romans. Voilà, une belle réussite quoi. Euh, le scénario en plus du film est bien qu'il ait une patte bien sûr originale, c'est-à-dire bien sûr qu'il prend un peu ses distances avec l'œuvre. Je la trouve, donc il réécrit un peu quand même l'œuvre du premier tome, La Princesse de Mars. C'est néanmoins quand même bien travaillé et c'est un hommage, à mes yeux en tout cas, très réussi à l'œuvre de Edgar Rice Burroughs. Donc, bon, je vais vous faire un petit résumé succinct et sans vous dévoiler tout ça parce que bon, si vous vous mettiez à lire les romans, alors il existe hein, une édition du cycle de Mars, bon, très compliqué à avoir. Les prix sont un peu plus prohibitifs des bouquins. C'est des gros tomes, hein, autour de 900 pages, donc vous pouvez assommer quelqu'un avec le livre sans souci, si vous voulez vous en servir comme ça. Non, c'est des gros tomes, quoi, parce qu'ils comprennent bien sûr plusieurs romans de la saga. Euh, Moi, je l'ai découvert en fait en format poche, mais j'étais jeune, j'étais au collège, 15-16 ans, j'allais au CDI, en fait, j'allais traîner, puis j'ai vu un petit rayon science-fiction avec quelques livres. Bon, c'était pas le rayon phare, bien sûr, du CDI. Et donc, il y avait La Princesse de Mars. Et là, quand j'ai dévoré ce livre, j'ai véritablement dévoré ce livre, je suis tombé vraiment en immersion totale dans cet univers. Décalé, bien entendu, parce que Edgar Rice Burroughs, bon, présente un univers martien, bien sûr, hérité de sa propre époque, quoi, hein, fantasmé. Mais voilà, les années 20, quoi. Et donc c'est vrai que l'œuvre peut paraître, c'est pas qu'elle peut paraître, elle est très kitsch, bien sûr. Si voilà, mais vraiment, vraiment, il y a un souffle épique. Euh, un souffle vraiment d'aventure, de science fantasy qui est détonnant, quoi, qui est vraiment. Moi, j'en étais tombé, ouais, réellement passionné, quoi. C'était vraiment, voilà.
Et comme aussi comme l'univers de Tarzan aussi peut séduire et a séduit bien sûr, voilà. Donc John Carter en fait c'est un soldat, un ancien soldat confédéré, quelqu'un de très courageux, d'audacieux, de rusé. Il n'a pas choisi le bon camp, bien sûr, il était dans le camp des confédérés. Et à la fin de la guerre, il s'est retrouvé bien sûr un peu abandonné, sans foi et presque sans loi. Mais bon, il a erré, il est parti bien sûr à l'ouest pour suivre le mouvement de la conquête. Et il voulait se faire un nom, bien sûr, devenir riche, bien sûr. Donc il cherchait de l'or, tout simplement. Il cherchait de l'or. Euh, et bien entendu, il était en territoire indien. Et il se heurte bien sûr à une chasse d'une tribu indienne. Bon, il fouilla aussi des systèmes de grottes pour trouver des filons d'or. Bon, il arrive à se cacher dans l'une d'elles. Et là, un sommeil non naturel le saisit. Et quand il se réveille, il n'est plus sur Terre, il est tout simplement sur Mars, donc sur Barsoom, que c'est comme cela que les autochtones appellent Mars. Et pour les autochtones de Mars, donc la Terre est Jarsoun. Et voilà. Donc la planète Mars est peuplée principalement de deux importantes races de martiens, donc les martiens rouges et les martiens verts. Donc les martiens rouges sont de forme humanoïde et les martiens verts, eux sont vraiment, je dirais, des êtres de science-fiction. Donc ce sont des grands géants à la peau verte, un peu à la tête d'orque. Donc je vous invite vraiment à lire à voir bien sûr John Carter, le film, parce que c'est vraiment très bien fait. La vision qu'ils ont des Tarks, donc des martiens verts. Et ces martiens verts ont deux paires de bras. Donc ce sont des redoutables guerriers, voilà, barbares, hein, d'un niveau technologique bien plus bas que l'humain de la Terre. Par contre, les martiens rouges, alors voilà, ça a été les martiens rouges donc ont la peau rouge, de rouge sang, rouge sombre, rouge pâle. Voilà. Et ça a été un peu, moi, le côté, le petit point un peu négatif du film de Disney, justement, où on ne retrouve pas. Alors bon, cette patte très originale de Edgar Rice Burroughs, c'est-à-dire le Martien rouge. Le réalisateur, les scénaristes se sont heurtés, bon, ils ont réfléchi à ça, ils se sont dit, est-ce qu'on pourrait trouver des techniques pour vraiment faire, bon, des Martiens rouges, quoi, hein, que les acteurs soient rouges de peau. Ils ont tenté des fards, des fonds de teint, bon, ça n'avait pas des résultats super parce que les acteurs devaient bouger, attendre avec la chaleur, bien sûr, des déserts. Bon, c'était compliqué, c'était pas une bonne solution. Les producteurs étaient très frileux de peindre des hommes en rouge, donc de la tête aux pieds. C'était pas, ça a été compliqué. Bon, c'est dommage parce que c'était le petit cachet un peu kitsch de l'œuvre. Donc les martiens sont rouges, voilà. Ils sont après, en plus, c'est plus que kitsch, ils sont aussi ovipares. Alors on se demande pourquoi, bon, les martiennes, très belles avec leurs courbes, bien sûr gracieuses, parce elles ont toutes d'une belle humaine, une belle poitrine, bien sûr, et ils sont ovipares. Bon, c'est un peu curieux de la part d'Edgar Rice Burroughs, mais comme il voulait faire vraiment des humains diamétralement un peu quand même opposés, disons, originaux par rapport aux humains de la Terre. Voilà, toutes les races de Mars en fait sont ovipares. Ça pond des œufs. Alors c'est vrai que les Tarks encore qui pondent des œufs, pourquoi pas. Mais les Martiens rouges, ça fait du kitsch. Ça, voilà, dont les femmes pondent des œufs. Mais qui sait, peut-être qu'après le bébé qui sort de l'œuf doit être allaité. On va dire que c'est ça. Donc donc voilà, les Martiens rouges. Alors, il existe d'autres. Alors, je vais pas trop vous spoil, mais bon, il faut que malgré tout vous sachiez un peu tous. Dans les légendes en fait de Barsoom, donc martienne, il aurait existé des races défuntes. Donc ces fameux martiens blancs. Donc John Carter va être pris pour l'un d'eux.
Alors au début, les Barsouniens vont penser que c'est un martien blanc, quoi, des légendes, parce que les martiens blancs ont totalement disparu. Il existerait aussi des martiens noirs, mais là c'est pareil. Les martiens rouges, donc de tous les royaumes, de Zodanga ou d'Helium, n'ont jamais vu de leur vie un quelconque, seul des légendes fort anciennes parlent de ces races qui ont totalement disparu de Barsoum. Et il y a aussi une race fondatrice que les Barsouniens donc, appellent les Anciens. Les Anciens, en fait, ont véritablement terraformé Mars. Alors, Edgar Rice Burroughs, bien sûr, est parti du principe que donc Mars était mourante, était même une planète quasi morte. Ce n'était que par la technologie des Anciens qu'elle que bon, eh ben, la vie pouvait encore s'épanouir quelque peu sur les terres désolées de Mars. Dans un des romans de Edgar Rice Burroughs, on découvre qu'il y a en fait une usine atmosphérique qui produit tout l'oxygène de la planète. Donc c'est un endroit plus que stratégique qui a été construit et façonné par les anciens, quasiment indestructible. Et lors d'une des aventures de John Carter, même l'une des dernières aventures de John Carter, parce qu'ensuite Edgar Rice Burroughs a fait d'autres romans, bien sûr, en prenant pour vedette, pourrait-on dire, les enfants de John Carter. Après, John Carter, bon, déjà est vieillissant et n'est plus au centre des aventures. Donc, cette fameuse usine atmosphérique, un des martiens très âgés qui s'occupe de cette usine va révéler à John Carter que bon, l'usine est en danger et qu'il n'y a plus que 3 jours d'oxygène pour l'ensemble de la planète. Donc ouais, 3 jours d'oxygène à un niveau planétaire. Voilà, donc bon, bien sûr, ça va bien finir, hein, l'usine va redémarrer, tout va bien se passer. Alors les martiens rouges peuvent vivre très vieux, mais voilà, en fait, un martien rouge peut atteindre 1000 ans d'existence. Mais dans les faits, c'est très rare. C'est très rare parce que comme bien sûr l'univers est incroyablement létal, bon, il y a des guerres, des combats, la faune, la flore, la rare faune et la rare flore de Mars peuvent être incroyablement mortelles. Donc les martiens rouges n'ont pas cette chance de pouvoir atteindre ces âges canoniques. Ils sont rares, les martiens rouges, d'avoir plusieurs centaines d'années de vie. Donc justement, le vieux que je vous parlais, le vieux martien qui s'occupe de l'usine atmosphérique, voilà, lui par contre est un des rares à avoir plus de 8 siècles d'existence. Donc voilà, c'est un des rares qui peut donc compter à John Carter quand même la vie un peu parler de ces fameux anciens bon, qui ont disparu. Voilà. Donc John Carter, bien sûr, se retrouve propulsé dans l'univers de Barsoom, et en tant que Jarsounien, il va avoir une force prodigieuse. Voilà. Bon, voilà, du fait du changement de gravité. Bon, voilà, il rentre pas dans les détails, l'auteur, mais il va avoir une force prodigieuse. Il peut faire des bonds, des sauts qui sont dignes de Hulk. Et voilà, il combat, bien sûr, avec férocité. Il est bien plus costaud. Et il est l'unique martien blanc, pourrait-on dire, de la planète. Bon, après, bien sûr, il va devenir une légende vivante. Puis, petit à petit, bien sûr, les habitants, les martiens vont savoir que ce n'est pas un barsounien, mais un jarsounien. Au début, ils vont même comme... Voilà, bon. Le film, lui, part du principe que les ternes, donc, pareil, ce sont des martiens rouges, mais qui ont muté. Bon, je rentrerai pas dans les détails au cas où si vous lisez les œuvres. Je trouve que la vision qu'a eu donc le scénariste par rapport au film de Disney, je trouve que c'est pas mal. Vraiment, son idée des ternes est bien tournée. Bon, il les a créés beaucoup plus comploteurs, beaucoup plus manipulateurs, façonneurs de civilisation. Bon, alors que Edgar Rice Burroughs, pas du tout. Bon, ils avaient une très haute technologie, mais en fait, ils sont isolationnistes. Bon, les ternes sont en fait donc
par rapport à des héros, ce sont des prêtres en fait qui vénèrent une très ancienne divinité de Mars. On pourrait dire presque la seule divinité que les Martiens connaissent parce qu'ils en ont sûrement beaucoup, ils en ont beaucoup abandonné. Et les Martiens rouges sont devenus presque athées, ouais. Ils ne vénèrent plus, quasiment plus ces vieilles divinités. Et rares sont les Martiens rouges qui encore s'accrochent à ces vieux préceptes. Et les ternes, ce sont ça. Ce sont on pourrait dire des hommes en quête de foi, ils s'isolent, ils vivent comme des ermites, mais ils ont une technologie hautement supérieure aux Martiens rouges. Je trouve que voilà, comme je vous dis, le scénariste en a fait un peu des éminences grises, des comploteurs qui étendent leur pouvoir sur l'ensemble de toutes les planètes du système solaire. Ils sont toujours derrière quelque chose. Donc ils ont visité la Terre aussi. On ne sait pas les ramifications que les terres peuvent avoir au niveau du pouvoir politique terrien, au niveau aussi voilà, bien qu'apparemment quand même les ternes n'est pas en tout cas envisagé de freiner l'avancée technologique des terriens. Ça c'est sûr. Mais bon, la technologie de toute manière terrienne, donc de l'époque de John Carter, de la guerre de sécession, n'est pas à la hauteur des ternes qui peuvent se déplacer dans l'espace quasiment instantanément. Quoi. Ils ont en fait une forme de transport, de téléportation, qui leur permet de se rendre quasiment instantanément sur les planètes du système solaire, du moins les planètes viables du système solaire. Bon. Donc voilà, bon, les ternes sont... voilà. Après, voilà, les ternes ne sont qu'un tout petit élément de la saga de John Carter. Bon, c'est vrai qu'ils apparaissent en plus tardivement dans les romans, alors que le scénariste, bien sûr, avait fait le choix de les faire apparaître et d'être même les grands méchants de l'histoire. Je trouve ça très bien, c'est une très bonne idée. Je trouve que bon, ça a été vraiment un bon pour créer vraiment cette entité de méchants. Donc moi je trouvais très bien. Voilà. Voilà, bon, je vais pas après, voilà, alors, si, bon, je peux vous parler quand même, parce que là, c'est aussi important de vous dire par rapport justement au scénario, là, que j'ai fait à mes joueurs. Donc, voilà, il y a deux grands royaumes sur Barsoom, donc le royaume d'Helium, dont est originaire, donc déjà Thoris, et Cantoscan, dans le royaume d'Helium qui se veut un des rares royaumes encore, je dirais, favorable à la survie de Mars, à préserver le fragile écosystème de la planète. Bon, voilà. Helium, en fait, le royaume d'Helium reflète en fait des humains qui sont, on pourrait dire, modernes dans le sens, dans l'esprit, quoi. Et Zodanga, dans le pendant d'Helium, qui est lui prédateur, est un royaume